L'ONU a 5 enfants. Je commence d'abord par les missions de paix et de sécurité. Ces missions, on l'a vu avec la MONUSCO et la MONUC. Je vous ai explicité à long et à large. Mais nous avons vu aussi ces missions avec la Côte d'Ivoire. C'est que je vous disais, la MONUSI. Un peu ce qu'on peut dire la domination. Voilà, la mission d'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la sous-tutelle administrative et politique. Parce que l'administration va toujours avec la politique. Les organisations des élections pour choisir les dirigeants politiques. La sous-tutelle administrative et politique de nos pays sont mises par ces missions-là. La mission de la MINUAR, mission des Nations Unies au Rwanda, dont je vous disais avec les accords politiques d'Arusha. La MINULA, la mission de l'observation des Nations Unies en Sierra Leone, la MUNIS en Sierra Leone, la MINUIL, la MINUAL au Libéria, la MINUSMA au Mali. Vous voyez, c'est toujours au nom des accords, les accords d'Alger qui ont été signés avec les rebelles. Et l'ONU, la MINUSMA, lorsqu'il arrive, la MINUSMA donne les territoires maliens aux mains de rebelles, dont la partition des faits a été actée par les accords d'Alger. Et donc, il faut créer des États à l'intérieur de grands États, déstabiliser ces grands États et mettre aux mains des rebelles les richesses parce que les rebelles n'ont rien à dire. Vous n'êtes pas un État souverain indépendant, c'est nous qui prenons. Ou, en finalité, on crée un État et ces États-là, comme ils veulent créer l'État de l'Azawad au Mali avec la MINUSMA, parce que c'est la MINUSMA qui le fait. L'ONU, lorsque les forces françaises arrivent en Côte d'Ivoire, ils arrivent sous l'égide de l'ONU lorsqu'ils parlent des résolutions. Vous voyez? Les résolutions qui votent ça, c'est le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité avec 5 membres permanents. Donc ces 3-là, je vous dis, pèsent fortement. Donc, la Russie a la difficulté parce que la Russie, comme je vous disais, avec l'URSS, faisait la même chose dans son empire là-bas, avec les pays du bloc de l'Est. Donc, bref, je ferme la parenthèse. Il y a notamment maintenant la MONUSI, comme je disais. Donc, les différentes missions de l'Organisation des Nations Unies, qui est la mise sous tutelle administrative et politique de nos États. À chaque fois que vous voyez une mission de l'ONU, MINUSMA, c'est la mise sous tutelle et administrative du Mali. C'est eux qui feront les cartes d'électeurs demain. Vous voyez, ils sont en train d'imposer à travers la CEDEAO les élections au Mali. Parce qu'ils vont faire des cartes d'électeurs et donner de la citoyenneté malienne à qui ils veulent. Et le passeport malien à qui ils veulent. Ils vont piller les richesses et donner une partie du territoire aux rebelles. Comme ils ont fait avec la République démocratique du Congo. Une partie du territoire congolais est donnée aux rebelles. À ce que vous appelez notamment le M23, les ADF, tout ça. Ça, ce sont des forces créées par l'ONU à travers justement des recrutements qui se font au Rwanda et en Ouganda. Ce ne sont pas des rebelles proprement dits congolais. Ce sont des forces créées par l'ONU pour créer ces imbroglios-là. Et ces territoires leur sont donnés officiellement. Parce que l'ONU doit continuer à piller. Donc il faut la déstabilisation. Or, quand il y a déstabilisation, il faut les accords politiques. Et les accords politiques déclenchent la mission des Nations Unies pour la maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Donc ça, c'est le premier enfant. La mise sous tutelle administrative et politique. Deuxièmement, il y a la mise sous tutelle territoriale et agricole. Avec le FAO, le Fonds d'agriculture mondiale. Lorsque vous allez dans le FAO, selon le rapport du FAO, on vous dira que lorsque vous êtes au Rwanda, vous verrez des plantations, des terres bien cultivées. Lorsque vous venez au Congo, c'est le désordre total. Ce sont les membres du FAO qui font cette campagne-là chez tous les peuples du monde, chez tous les pays du monde, pour soutenir le Rwanda à cultiver. Raison pourquoi il faut donner aux Rwandais toutes les terres agricoles de l'Afrique centrale. La preuve, les anglo-saxons, à travers ce que vous appelez le Commonwealth, dont le sommet a eu lieu récemment au Rwanda, ont donné l'argent à Paul Kagame pour aller acheter des terres au Congo-Brazzaville. Ils ont donné l'argent à Joseph Kabila pour acheter des terres à Kingakati, des villages. Et ces terres-là, là où il y a, c'est à Maluku. C'est face à face là où les Rwandais sont chez Denis Sassou Nguesso. Ils étaient en Angola, ils les ont chassés. Ils étaient au Cameroun pour acheter des terres arabes. En fait, c'est le FAO. Le Rwanda n'a pas d'argent, c'est un pays pauvre. Où est-ce qu'ils auront l'argent? Ils sont financés à 50% par les États-Unis et la Grande-Bretagne et la France et à 50% par les minerais pillés au Congo. Parce qu'on leur a donné le droit d'aller piller au Congo, de se servir eux-mêmes. Parce qu'eux permettent aux anglo-saxons de sortir les minerais du Congo par le Rwanda sans payer des taxes et tout consort. Et les restes, les miettes, on donne au Rwanda. C'est un pays pauvre. Mais c'est le Rwanda qui a la direction maintenant du FAO en Afrique. Fonds d'agriculture mondiale, deuxième enfant de l'ONU.
c'est la mise sous tutelle des terres arables du Congo. Parce que la République démocratique du Congo regorge à peu près, je dirais, 85 millions d'hectares de terres arables, des terres cultivables, capables de nourrir la planète. Alors qu'est-ce qu'il faut? On doit les prendre. Si vous allez en République dominicaine, il y a des territoires où les Dominicains n'arrivent pas. C'est des territoires contrôlés par les Américains. Les présidents américains viennent là-bas, comme ils vont, quand ils vont dans des plages et tout consort. Ils marchent pieds nus. Là-bas, ce n'est que du bio. On ne produit, je dis bien rien de chimique. Tout est bio. Vous savez, ceux qui ont été en République dominicaine savent ces pays dans la qualité de la nourriture bio. Ces dirigeants américains mangent ces nourritures-là. Et ils ont ces îles-là. Vous allez en République dominicaine, on vous montrera des îles. Personne n'arrive là-bas. Ce sont les dirigeants américains. Parfois, les gens pensent que le président américain est à Washington, dans la Maison Blanche. Non. Ou à Camp David. Non, il est là-bas. C'est leur terre de prédilection. Donc, le FAO a cette vocation de conquérir les terres. Rappelez-vous que les razzias négrières, l'esclavage a été fait sous couvert de la recherche des épices. Ils sont allés découvrir des terres en Amérique, découvrir des terres aux Antilles. Aux Caraïbes, aujourd'hui, on parle de la contamination de la chlordécone. Chlordécone, parce qu'ils veulent justement exploiter les terres arables de la Martinique et de la Guadeloupe. Les anglo-saxons, leur objectif, c'est d'occuper des terres. Les terres de l'Australie, les terres de l'Afrique du Sud. Toutes les terres doivent leur appartenir. Les terres agricoles d'Israël, c'est là où ils ont chassé les Palestiniens. Et ils ont créé des réfugiés. Vous savez qu'il y a des résolutions onusiennes qui demandent à ce que le réfugié palestinien revienne. Mais les réfugiés palestiniens ne peuvent pas revenir. Pourquoi? Parce qu'ils vont créer un nombre supérieur, une démographie supérieure par rapport aux Israéliens. Donc il faut maintenir la notion numérique du nombre. C'est ça qui se fait au Congo. Tu vois tous les réfugiés là qui sortent du Congo, tous les gens qui fuient l'Est là, ils ne reviendront plus. Parce qu'il faut que la minorité qui sont en train de créer, la minorité Tutsi, qui représente les anglo-saxons, parce que les Belges leur ont dit vous êtes supérieurs, vous êtes les blancs noirs, les blancs d'Afrique, donc c'est avec eux qu'ils vont traiter. Parce qu'il faut toujours, si vous voulez, un nègre des services et des maisons. Donc, ils ne vont pas revenir parce qu'ils vont créer une sorte de supériorité numérique. Alors, pour ne pas créer la supériorité numérique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des réfugiés. Rappelez-vous de l'histoire israélo-palestinienne, les réfugiés palestiniens de 1957, je pense, et de 1967, de 1959. Ceux qui connaissent bien l'histoire de la Palestine et de l'Israël. Alors, le FAO, le Fonds d'agriculture mondiale, a mis sous tutelle les terres arables du Congo. Raison pourquoi Félix Tshisekedi vient de créer une école agricole à l'Est. Ce sont les faits que Tshisekedi crée une école agricole, c'est bien pour le Congo. Mais le fait que ce soit l'ONU qui l'ait demandé, qui l'ait financé, c'est très dangereux pour nous. Voilà le deuxième enfant de l'ONU, ce qu'il fait au Congo. Troisième mise sous tutelle, c'est avec l'UNESCO. L'UNESCO est un organe chargé justement de l'éducation des enfants. Les programmes scolaires qu'il y a dans tous les pays du monde sont les programmes scolaires en Inde, en Chine. Les Chinois sont en train d'échanger aujourd'hui. Dans Hong Kong, les parties colonisées là. En Afrique, ce sont les programmes scolaires élaborés par la Grande-Bretagne, les blocs anglo-saxons, et la France, les blocs francophones. C'est ça qu'il y a dans les programmes, dans les cycles, si vous voulez, dans le programme éducatif de nos pays. Les enfants africains ne peuvent pas avoir la maturité et la perspicacité. Parce que le programme éducatif, c'est le programme éducatif qui est censé aliéner et lobotomiser nos enfants. Ces programmes éducatifs sont d'un côté anglo-saxon, de l'autre côté francophone. Élaborés justement par ces pays membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, l'UNESCO, à travers justement ces campagnes d'éducation, ces campagnes éducatives. D'ailleurs, regardez d'abord les manuels scolaires qui sont dispensés dans nos États. L'UNESCO vient tout le temps donner l'aide aux pays africains en matière d'éducation. Ils amènent quoi? Ils amènent un programme d'abord qui leur appartient, des professeurs et des instructeurs qui sont formés selon leur paradigme. Ils amènent des ouvrages écrits par leurs écrivains, par leurs philosophes, par leurs chercheurs. Voilà, et ils donnent ces livres-là à nos enfants. Vous allez dans un pays comme la République démocratique du Congo, on vous parle de l'histoire de la petite Champeron rouge. Il y a des milliers d'histoires qui se sont passées à Luozi, des milliers d'histoires qui se sont passées au Katanga, des milliers des épopées qu'il y a en Côte d'Ivoire, la reine Ablaou Pokou, des milliers d'histoires en Égypte antique. Ce n'est pas intégré dans le programme et dans le manuel scolaire de nos enfants. Vous trouverez la petite Champeron rouge, vous trouverez, comment on appelle, l'autre là, comment on appelle, mon ami Paul. Vous trouverez la chèvre de M. Séguin. Hein? Combien d'enfants au Bas-Congo ont des parents qui ont été
justement fermiers et qui ont des chèvres. Combien des histoires des chèvres dont on entend parler au Bas-Congo, à Goma, à Bukavu, hein, à Dakar, au Sénégal, au Cameroun, au Bénin, au Mali. Combien des histoires des éleveurs, combien des histoires qu'on entend parler pour venir nous parler de la chèvre de M. Séguin. Dans un ouvrage, un manuel scolaire, admis, cautionné par l'UNESCO. C'est ça que fait l'autre enfant de l'Organisation des Nations Unies. Il détruit notamment, si vous voulez, les cerveaux de ces enfants. Parce que ces enfants doivent être prédisposés à quoi? À consommer tout ce qui est occidental. À consommer tout ce que l'industrie de ces pays-là et de ces sociétés-là produisent. Être prêt, ce sont des soldats qui sont déjà recrutés. Même dans l'administration. Les administrations des pays africains aujourd'hui servent à quoi? Servent à canaliser. Ce sont des passerelles qui font partir nos richesses vers d'autres cieux. Et qui signe ça, ces administrateurs? C'est justement ces enfants qui sont éduqués à l'occidental. Que tu fasses une université en Afrique ou en Occident, dans les universités américaines, anglaises, françaises, c'est au service de qui? Regardez aujourd'hui quand on parle de l'OHADA, l'organisme d'harmonisation de droit des affaires en Afrique. C'est quoi l'OHADA? Ils font harmoniser le droit des affaires. Ces droits des affaires écrits par qui? Écrits par l'Occident, imposés à travers les programmes de développement de l'ONU. Et comment on sélectionne des étudiants? Aujourd'hui au Maroc, en Tunisie, en Algérie, il y a des universités, je précise, des universités françaises, non marocaines, non tunisiennes, non algériennes. Des universités françaises construites en Tunisie, au Maroc et en Algérie. On sélectionne des étudiants en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, en Guinée, au Bénin, au Mali, qui vont étudier là-bas. C'est la plupart de ces Africains-là qui sont là-bas, qui vont étudier là-bas. Et lorsqu'ils finissent, les filiales dans lesquelles ils vont s'engager sont des filiales qui sont détenues par les besoins économiques de l'Occident. Donc, c'est au service de l'Occident. Les enfants sont éduqués au service de l'Occident à travers l'UNESCO. C'est le mal, la mise sous tutelle. Ça, c'est même l'aliénation et la lobotomisation de nos peuples. Parce que nos enfants qui naissent là-bas ne connaissent pas ces enjeux. Parce qu'ils étudient dès leur bas âge les contes merveilleux de l'Occident, les personnages occidentaux, les histoires de l'Occident. Ils naissent avec leur propre désamour. Ils rejettent leur environnement, ils rejettent leur personne, leur patrimoine génétique. Et les conséquences, on sait. Aujourd'hui, pourquoi facilement on recrute des gens qui sont à la solde, des gouvernants africains sont à la solde de l'Occident? C'est justement parce qu'ils sont éduqués par eux. Même si tu as fait tes études en Afrique, mais selon le programme établi et accepté par eux, par ces pays-là, parce que c'est la France qui élabore pour tous les pays francophones. C'est la Grande-Bretagne qui élabore tous les pays anglophones. Ce sont les mêmes programmes qui sont imposés par eux. Donc, il n'y a rien de nous-mêmes. Et ça, c'est sous l'égide de l'ONU, par la complicité de l'ONU. C'est la mise sous tutelle du troisième enfant qu'on appelle l'UNESCO. La quatrième mise sous tutelle par l'enfant de l'ONU, c'est l'enfant qu'on appelle l'UNICEF. L'UNICEF, c'est une organisation des Nations Unies d'où on parle de l'aide à l'enfance. On parle d'aider les enfants. Qui sont souvent ces enfants-là qui sont aidés? C'est les enfants qu'on appelle souvent les enfants défavorisés, mais aussi des enfants qui sont vulnérables, c'est-à-dire des orphelins, des enfants malades. Or, d'où viennent ces orphelins-là? Des crises et des conflits, par exemple, à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on a déjà sélectionné le nombre des orphelins en République démocratique du Congo? Suite aux différentes crises que connaissent ces pays, provoquées par l'ONU et ses alliés, toutes ces alliances qu'on a démontrées ici. Au-delà de ça, ce sont les enfants malades. C'est dans nos pays qu'on a fait tous les tests de contamination des maladies. Lorsqu'il y a eu l'affaire de la mouche tétché, ce qu'on a appelé la lomédinisation de l'Afrique. On a utilisé la lomédine pour faire de ça un vaccin contre la maladie de la mouche tétché, la maladie du sommeil. C'est ça qui a provoqué la poliomyélite, a provoqué énormément d'enfants contaminés et malades. Successivement, l'ONU laisse faire, parce que c'est à travers un de ces enfants, encore l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ils viennent donner justement tout ça là, ils viennent donner tout ça là, les gens sont malades, et ils viennent et ils disent, bon, on va aider ces enfants-là, l'aide à l'enfance, l'UNESCO, on va faire des dons. Vous savez, dans le principe karmique du monde spirituel, c'est connu en islam, c'est connu chez les chrétiens, c'est connu chez le bouddhisme, c'est connu chez les vaudouisants, c'est connu chez les
maçons, j'ai connu chez tout le monde, chez les Indiens, chez les hindouistes, toute personne qui parle de la spiritualité connaît cette loi de l'équilibre. Lorsque vous tuez, vous massacrez et vous venez aider un peu, même l'univers vous accorde sa grâce ou son pardon. C'est-à-dire les mauvaises énergies ne peuvent plus se retourner contre vous. Parce que vous avez créé justement des mécanismes de compenser les douleurs, tant soit peu de ce que vous avez créé. Ils créent avec la MONUSCO ce que je vous ai dit plus haut, ils viennent avec l'UNICEF pour maintenir cet équilibre. À travers ça, il y a beaucoup des associations dont on verra prochainement, pas aujourd'hui parce que ce n'est pas des grands enfants. La Croix-Rouge, toutes ces associations-là. Tous ces ONG, vous le verrez, là où l'État n'arrive pas, ils arrivent. Pourquoi? Posez-vous des questions. On viendra parce que je vais ouvrir un chapitre là à travers ces organisations. Parce qu'en Djibouti, aujourd'hui, il n'y a plus ces organisations. Ni la Croix-Rouge, ni Médecins sans frontières, toutes ces choses-là. On les a chassés parce qu'on sait pourquoi ils sont là. Il y a quelque chose que je vais ouvrir maintenant. Ils ont créé des zones de recrutement des enfants pour les réseaux pédophiles. Dans la plupart des hôpitaux que vous voyez en Afrique, même à l'est de la République démocratique du Congo, c'est d'ailleurs là-bas qu'il y a le foyer maintenant de recrutement des enfants dans les réseaux pédophiles. Connu de tous, hein, c'est pas caché, par les réseaux que j'ai combattus ici en France, dont les ténors sont maintenant les grandes têtes des démocraties américaines, c'est-à-dire la branche du Parti démocrate américain. Un combat qu'avait commencé Donald Trump contre certaines forces démocrates des démocraties américaines. Ils ont créé en République démocratique du Congo, justement au nom de l'UNICEF, qui finance les femmes violées, qui finance les crimes qui sont passés dans certains hôpitaux. Mais ces hôpitaux-là et ces ONG servent justement, je l'ai dit, haut et fort. Quand ils vont parler, je reviendrai avec des contenus véritables. Ces ONG qui recrutent justement des enfants qui sont parrainés. Vous voyez, dans l'UNICEF, il y a trop ces choses-là. Parrainer un enfant en Afrique. Et les familles occidentales et européennes qui parrainent souvent des enfants sont des familles qui sont soit dans les logiques LGBT, soit dans la pédophilie, dans les réseaux pédophiles. Et ce sont ces enfants-là qui viennent. Beaucoup s'en souviendront une fois, je revenais de l'Éthiopie, d'où il y avait justement beaucoup d'enfants parrainés qui venaient. Il y a eu l'affaire l'Arche des Zoé ici. Arche des Zoé ici à l'époque avec Nicolas Sarkozy. En fait, ce sont des ONG de mécanismes qui vont pour aider les enfants, mais qui recrutent justement des enfants pour des réseaux pédophiles. L'Arche des Zoé en est une illustration parfaite. Et beaucoup d'enfants aujourd'hui vont aux États-Unis, vont en France, vont en Grande-Bretagne, qui sont recrutés à travers ces hôpitaux-là, ces ONG-là. Ces ONG qui peuvent être considérés comme des cousins de l'ONU. Qui sont considérés comme des cousins de l'ONU, qui sont financés par les programmes de l'UNICEF. Parce que c'est l'UNICEF qui finance, à travers l'UNICEF, qu'on finance ces petits ONG et ces petites fondations. Et ils vont dans ce sens, mais eux recrutent justement pour les réseaux pédophiles. Je cite ici l'Arche des Zoé, affaire suivie sous la présidence de Nicolas Sarkozy, Ramayad, à l'époque ministre, je pense, sur les droits humains, secrétaire d'État des droits humains ou ministre des droits humains, quelque chose comme ça. Tout le monde connaît l'affaire. Donald Trump s'en est attaqué au tenant justement avec Hillary Clinton et les autres de forces démocrates. Et ce sont ces démocrates-là qui ont créé ces réseaux justement à l'est de la République démocratique du Congo. Donc l'UNICEF, à l'est de la République démocratique du Congo, au nom de l'aide à l'enfance, viennent recruter justement des enfants au service justement des réseaux LGBT et des réseaux justement pédophiles. Voilà le mécanisme qu'il faut dénoncer et le mal, la mise sous tutelle, l'aliénation, la destruction de nos enfants qui se font justement derrière l'ONU. Et il y a le dernier enfant, je veux m'arrêter sur ça, la PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. C'est la PNUD qui a fixé les critères de ce qu'on peut appeler un pays en voie de développement, un pays développé. Je vous donne un des critères. Il faut réduire le nombre de naissances, c'est-à-dire la démographie. Or, qui ont développé la notion de la démographie? Je ne dis pas qui ont développé la notion, qui ont développé la notion de la lutte contre la démographie et en particulier contre la démographie africaine. Ce sont les tenants du pouvoir français, britannique, américain. C'est eux qui combattent la démographie, la question de la démographie africaine. Voilà, ils développent des théories justement pour détruire fondamentalement les peuples africains, notamment en s'attaquant au Nigeria, la République démocratique du Congo, l'Égypte, certains pays qui sont l'Afrique du Sud, là où il y a un taux de démographie très élevé.
à travers la PNUD. C'est-à-dire la lutte, je précise, j'utilise d'autres termes. La lutte qui est menée aujourd'hui contre l'augmentation du nombre des Africains dans le monde est financée par l'ONU à travers la PNUD. Parce que ça fait partie des critères de développement d'un État. Emmanuel Macron, preuve, l'avait dit, quel que soit l'argent qu'on verse en Afrique, ça ne sera jamais développé parce que les femmes africaines font 8 enfants et 7 enfants. Voilà, les gens qui se lèvent un matin pour combattre la venue au monde des anges, la venue au monde des enfants, de la continuité de l'humanité. Qui en sont spécialistes? C'est justement l'ONU à travers la PNUD. Il y a beaucoup d'autres critères. Hein. Je vous prends l'un des critères essentiels. Et c'est à travers ces critères-là qu'a été développé ce qu'on a appelé la question de l'avortement. Hein, planning familial. Le planning familial, voilà les termes utilisés par l'ONU. Les plannings familiales, c'est quoi les plannings familiales? Tuer les bébés à la source. On commence par quoi? Deux choses. L'avortement de femmes ou la stérilisation. C'est la raison pour laquelle l'ONU, encore, en République démocratique du Congo, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, en Éthiopie, a stérilisé un nombre impressionnant des enfants, y compris en Asie, lorsque les missions des Nations Unies vont là-bas. Ils ont stérilisé un nombre très impressionnant de gens. D'ailleurs, ils s'étonnent comment, jusqu'aujourd'hui, il y a cet dynamisme dans le sens de la démographie africaine. Parce que justement, l'Afrique aussi a ses recettes. Donc voilà ce qu'ils font. Avec le planning familial, il était question de réduire le nombre des enfants par famille et par femme. Donc il fallait justement promouvoir la politique de l'avortement et, plus grave, la politique de la stérilisation. En partant de l'avortement, c'est ce qui a donné tous les dérivés qu'on a aujourd'hui. La procréation assistée. Hein, procréation médicalement assistée. La gestation pour autrui. La PMA là. La procréation médicalement assistée, tout ce que vous êtes en train. La gestation pour autrui. La gestation pour autrui, qui fait en sorte qu'une femme peut être porteuse sans connaître le père de l'enfant, ou vous vendez vos spermes. Et c'était qui leur a amené jusqu'à créer des robots pour remplacer les humains. Voilà, tout ça fait partie du programme de l'ONU. Voilà le mécanisme de la PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Alors, la PNUD a des projets en Afrique. Ces projets, si vous voulez les comprendre, regardez les 5 chantiers du gouvernement Joseph Kabila. Joseph Kabila avait un gouvernement sur 5 chantiers. La construction de routes, la construction des hôpitaux. Il y avait 5 questions fondamentales qu'il a fini par prendre les Chinois. Menez-vous le repas. Les Chinois, la Chine est un pays membre permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Donc, c'est toujours les pays qui pèsent dans l'ONU. Il n'est pas sorti du cadre. Il a fait juste l'équilibrisme, mais les Américains en veulent à Joseph Kabila parce qu'il fallait que ce soit les Français et justement le Belge. Laurent Gbagbo a fait pareil. Lorsque Laurent Gbagbo choisit la Chine à la place justement de la France et de la Belgique, on déclenche la guerre en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est les intérêts entre eux, entre ces membres permanents. C'est pourquoi je n'ai souvent pas confiance aux membres permanents du Conseil de sécurité. Parce que quand ils siègent E5, on n'est pas là. Ces 5 géants-là, on n'est pas là. Ils vont faire des accords absurdes entre eux. Parfois, là où vous n'imaginez jamais. Qui aurait pu imaginer que les États-Unis d'Amérique allaient accepter en 1971 que la Chine-Taïwan, leur allié traditionnel, quitte l'ONU pour laisser la Chine populaire de Mao Tse-tung, leur ennemi, rentrer. Justement parce qu'il fallait isoler la Russie. Jusqu'à leur donner la place du membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, la PNUD, avec ces 5 chantiers chez Joseph Kabila, c'est ça qu'il détermine comme principe, ou si vous voulez, projet pilote de développement de l'Afrique. Et si vous regardez les 5 chantiers, tapez 5 chantiers Joseph Kabila, vous comprendrez les enjeux de la PNUD. Parce que c'est la PNUD qui a piloté ces projets-là. Voilà justement les 5 enfants, comment ils mettent notre pays sous tutelle. Donc la 5e sous-tutelle, c'est la sous-tutelle au développement. C'est pourquoi nous sommes considérés comme des pays sous-développés. Parce qu'en tant que pays sous-développés, on nous a imposé ces 5 chantiers. Construisez des routes, construisez des hôpitaux. Mais chose grave, lorsqu'un président africain veut construire des hôpitaux ou des routes par de l'argent qui ne viennent pas d'eux, on t'interdit de le faire. On a interdit à Laurent Gbagbo de le faire. On a interdit, je rentre loin, à Houphouët-Boigny de le faire sur certaines routes. On a interdit à Mobutu de le faire.
tu ne peux pas construire des routes et des hôpitaux. Mais l'ONU, la PNUD le met comme facteur de développement. Pourquoi? Parce que demain, si tu construis les routes et les hôpitaux, ces routes, c'est ce qu'on voit aujourd'hui au Sénégal. Les routes doivent appartenir justement à ces puissances-là et à ces multinationales. Ils vont prélever ce qu'on appelle dans les autoroutes, vous voyez, les péages. Les autoroutes les appartiennent, les hôpitaux les appartiennent. Vous vivez dans un pays où tous les bâtiments ne vous appartiennent pas. Oui, vous êtes d'un pays construit, tout ça. C'est comme Dubaï. On vous verra que la quasi-majorité des infrastructures ne vous appartiennent pas. Et permettent justement, ils construisent des routes. Au Gabon, ils avaient interdit à Omar Bongo de construire une route. Parce que la route profitait plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les routes qui doivent être construites, qui profitent de faire volatiliser nos richesses. Évacuer nos richesses vers d'autres cieux. Donc, voilà comment nous sommes mis sous tutelle du développement. Parce que qui part de sous-développement part de quoi? Part des emprunts. Nous sommes conditionnés à emprunter. Et lorsque vous empruntez, c'est quoi? C'est la dette vertigineuse qui continue. Donc on voit aisément qu'il y a une subordination et une mise sous tutelle du développement. On ne peut se développer que selon la pensée occidentale et selon les critères établis par eux à travers la PNUD de l'ONU. Donc nous sommes encore des sous-hommes. Nos pays-là, tous nos pays-là qui ne font pas partie du cercle fermé des conseils de sécurité. Donc il faut notre propre prototype de développement. Penser à nous-mêmes le développement. Un Malien ne peut pas penser à un développement par rapport à un Français. Parce que l'environnement du Mali est très différent de l'environnement du Sénégal. Pardon, de la France. Nous n'avons pas besoin de construire avec de béton. Regarde ce qu'ils ont fait chez nous. Dans les salles de classe construites en béton, il fait très chaud. Où est-ce qu'on aura l'argent pour mettre des climatiseurs? Alors qu'on peut construire avec des matériaux locaux, d'où on se sentira mieux. Des maisons qui sont construites avec des briques cuites ou des briques rouges, qui vont donner justement une très belle atmosphère. Nos pays sont dans un contexte environnemental qui permet à nos pays de se proclamer les premières puissances écologiques du monde. La République démocratique du Congo, le Mali, le Gabon, le Sénégal sont des premières puissances écologiques du monde. Parce que nous respectons l'équilibre. On n'a pas besoin de l'environnement d'un pays qui détruit l'environnement, qui détruit la nature, qui détruit le monde. Parce que les Belges ont détruit. C'est eux les plus polluants, les Occidentaux. Ils ne peuvent pas nous apprendre l'environnement parce que nos ancêtres ont su maintenir l'équilibre. Non pas parce qu'ils étaient sous-développés, moins civilisés, ou parce qu'ils aimaient la nature, parce qu'ils avaient compris la science de l'univers et de la nature. Voilà comment nous sommes mis sous tutelle avec les différents enfants de l'ONU.